Moi, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur en informatique. J'ai passé 20 ans de ma carrière en réalité virtuelle et ça ne fait que 5 ans que je me suis intéressé de près à la cybersécurité. Donc, du coup, c'est un domaine que j'ai découvert et donc j'ai commencé par prendre en main une formation de master à l'Université de Poitiers sur le site de Niort et je me suis du coup forcément intéressé à l'écosystème qui était autour de moi. Et venant de la réalité virtuelle, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait permettre de faire de la formation en cybersécurité qui pourrait être intéressant et qui soit le plus proche de ce qu'on fait en environnement virtuel de formation. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le, le fait qu'il était possible d'utiliser ce qu'on appelle les cyberranges, donc qui sont largement utilisés par l'armée. Et je me suis dit dans quelle mesure ça pourrait intéresser l'écosystème local d'utiliser des cyberranges pour permettre des montées en compétences cyber des équipes techniques et non techniques des territoires. Du coup, j'ai eu en 2019 j'ai réuni à l'Université de Poitiers une quarantaine de RSSI de l'écosystème local pour leur poser la question, qu'est-ce qu'on ferait avec un cyberrange et comment faudrait le dimensionner pour qu'il réponde aux besoins. Et on en est arrivé à, ben oui, on aurait effectivement besoin d'un objet technique de ce type-là pour faire des formations à la cybersécurité. Et la région a rebondi sur cette démarche avec le soutien de l'ANSSI, voyant là une sorte de cybercampus pilote dans notre manière de voir les choses, parce qu'on intégrait, pour que ça marche et pour que ce ne soit pas juste un one-shot, il fallait imaginer quelque chose qui réponde aux besoins à un moment donné, mais également l'année d'après, puis l'année suivante, et puis de manière pérenne. Et donc, pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne comme ça, il fallait en permanence être en interaction entre les besoins de l'écosystème et ce que peut apporter les laboratoires de recherche et des formations pertinentes. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à imaginer ce centre de ressources avec une spécificité en termes du nord de la Nouvelle-Aquitaine sur la formation au bon réflexe dans les usages des systèmes d'information, quoi, et notamment de manière à garantir leur sécurité. Donc, je vais vous présenter à ce niveau-là, du coup, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Alors, je vais vous présenter surtout mon point de vue. Aujourd'hui, on en est où dans le centre de ressources cyber Nord-Nouvelle-Aquitaine? On en est à quelque chose dont les statuts sont rédigés, sont en cours de validation par la totalité des acteurs, et son existence réelle devrait pas tarder à fonctionner. On n'est pas encore au point sur le fonctionnement. On est au point sur le statut, mais pas encore sur les règles de fonctionnement. Donc, je vais vous présenter où on en est aujourd'hui, et sachant que ça s'inscrit dans la stratégie régionale de la cybersécurité. Alors, il faut quand même que je passe en plein écran, voilà, comme ça c'est mieux. Hop. L'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises, les populations et les différents acteurs des territoires euh, adoptent des comportements qui vont garantir la résilience dans les situations de crise cyber. Donc, l'objectif du centre de ressources cyber, c'est qu'il soit connu et identifié par ces acteurs comme étant un lieu, une sorte de guichet unique sur lequel on va avoir des réponses aux problématiques qu'on se pose, que ce soit en prévention ou en gestion des crises. Euh, et nous, donc, notre stratégie, ça a été, en interaction avec la région, de dire que la gestion des crises, enfin, la réponse à incident proprement dite, c'est pris en charge par un centre de réponse à incident régional qui est en interaction avec le cybercampus régional. Euh, et nous, notre objectif, c'est de former et de mettre en relation les compétences locales qui vont donc augmenter leur niveau de maturité et leurs compétences cyber grâce à la formation qui va être mise en place et qui répond aux besoins identifiés sur le territoire. C'est vraiment une histoire de fédérer l'écosystème. Le centre de ressources, dans sa forme initiale, ne va pas apporter de nouvelles ressources. Mais par contre, ce qui est important, c'est faire en sorte que les différentes actions qui sont menées
soient fédérées et soient complémentaires les unes des autres pour ne pas il y a suffisamment peu de force dans l'espace cyber pour garantir les sécurités, pour qu'on ne soit pas en mode collaboratif. Ça va être le mode le plus efficace plutôt qu'un mode compétitif où ça risque de faire perdre des bonnes intentions sur le chemin, quoi. Donc, du coup, on s'est spécialisé sur le centre de ressources, sur les aspects de fédérer ces activités, sachant que tout ce qui va être information et réponse à incident est confié à la région. On n'est pas seul dans cette histoire, hein. Il y a tout un réseau de centres de ressources territoriaux. Chacun va avoir ses spécialités. Alors, en 2021, ça a peut-être changé depuis. En gros, il y avait trois grands domaines qui allaient être abordés sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui étaient la santé du côté de Limoges, la défense du côté de Mont-de-Marsan et la formation du côté de Niort. Mais vous voyez, les cercles autour de ces agglomérations vont bien au-delà de la simple agglomération et recouvrent plusieurs départements et surtout sont en interaction les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a vocation à appeler un centre de ressources local parce que c'est eux qui sont au courant des compétences locales. C'est toujours plus intéressant dans une stratégie écologique de faire appel à des compétences locales qui peuvent se déplacer physiquement, parce que pour remettre en place un système d'information, il n'y a pas que des actions à distance, surtout quand il est tombé en panne. Donc, il y a des besoins locaux de pouvoir répondre aux incidents, de pouvoir se déplacer et d'apporter une compétence locale. En plus, en termes de résilience, le fait d'avoir différentes échelles, que ce soit des échelles bassins d'activité, des échelles départementales, des échelles régionales, des échelles nationales ou européennes, ça fait partie de ce qui va apporter des capacités de réaction et des solutions, ne serait-ce que pour des sauvegardes. Par exemple, utiliser une sauvegarde locale, c'est toujours plus pertinent que de demander à un grand groupe où on ne sait pas trop où va partir la sauvegarde. Je pense notamment à des sauvegardes de type Microsoft 365, pour ne pas citer d'entités de type GAFAM. Sur quoi on se structure en termes d'offres de services? En fait, on va faire cohabiter donc des besoins de l'écosystème. Donc, c'est ce que j'ai appelé dans ce morceau l'audit petites et moyennes entreprises, des activités de recherche et de formation et un dispositif qui va être une sorte de brique qui va permettre de faire de la formation immersive, qui est le CyberRange. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de mutualisation de formation à la gestion des crises, justement. Et donc, ce dispositif de CyberRange va non seulement permettre, et ces trois briques vont fonctionner ensemble en interaction avec le campus cyber et le centre de réponse à incidents autour de tout ce qui va être retour d'expérience. Parce que c'est la base, c'est en connaissant les situations et les risques du moment que l'on va pouvoir réagir vite et proposer des formations adaptées de manière à ce que si une nouvelle modalité d'attaque apparaît, que les gens soient capables de la repérer, qu'ils soient informaticiens ou non informaticiens. Évidemment, les informaticiens pour prévenir l'attaque dans la mesure du possible, mais surtout savoir réagir si jamais elle a lieu. Et également les non-informaticiens qui vont être victimes de la mauvaise manipulation qui va permettre à l'attaque de pouvoir fonctionner. Donc, on en a parlé déjà avec les exposés précédents, hein, notamment tout ce qui est autour du phishing. S'il y a une nouvelle modalité de phishing, etc., donc évidemment, du côté informatique, on peut bloquer l'accès aux IP malveillantes ou sur la reconnaissance d'un logiciel par un antivirus. Mais au niveau humain, on peut faire en sorte que la personne humaine ne tombe pas dans le piège parce que parfois les pièges ne passent pas par de l'attaque informatique, mais sont juste de l'attaque sur les facteurs humains et exclusivement sur les facteurs humains. On peut penser par exemple aux arnaques au président, pour ne citer que ce genre d'exemple. En termes du modèle économique, là, je vous propose ma vision. C'est ma vision des choses. Ce n'est pas encore quelque chose qui est partagé au niveau du centre, au niveau de l'ensemble des acteurs. Mais moi, mon idée, c'était que pour que ça marche,
il faut se mettre dans un modèle coopératif décentralisé. C'est-à-dire que il faudrait, pour que ça fonctionne, qu'il y ait une sorte de taxe qui soit mise en œuvre euh, par exemple, les territoires sur lesquels agissent les centres de ressources cyber. Et cette taxe va être, par exemple, demandée par les acteurs qui vont utiliser les différents services du centre de ressources. C'est une possibilité de fonctionnement, alors que je ne sais pas s'il est compatible, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour que ça marche, il faut utiliser à la fois euh, la recherche, la formation, les collectivités territoriales, les administrations autres que les collectivités. Donc, je pense par exemple à la gendarmerie, à la police, à Pôle emploi, à ce genre d'entité. Tout ce qui va être consulaire, les CCI, les CMA, les chambres d'agriculture qui vont faire des relais auprès des équipes et également ensuite les autres entités privées comme les syndicats patronaux ou les clubs les clubs locaux d'entreprise qui vont pouvoir diffuser les bonnes pratiques auprès de leurs différents adhérents, parce que l'objectif est d'avoir une approche, vous l'aurez compris, qui s'adresse aux plus petits d'abord et qui ensuite, petit à petit, va pouvoir monter en compétence, va pouvoir monter en complexité. C'est-à-dire que d'abord, il faut faire en sorte que la majeure partie, que 90% de la population, ne se fasse plus avoir par un clic alléchant. Euh, Aujourd'hui, la gouvernance telle qu'elle est rédigée dans les statuts, effectivement, correspond à une équité en termes de collège, avec collectivité territoriale, formation recherche, les formes spécialisées et puis les entités privées de différents types, à la fois les grosses qui vont avoir une, une part peut-être financière plus importante que les petites, mais les petites sont plus nombreuses. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre des forces, sachant que les objectifs, c'est quand même de fournir une forme de service public aux plus petites de ces entités, tout en permettant aux autres de bénéficier des possibilités de formation pour garantir les aspects techniques de la réponse aux attaques. Euh, On s'appuie sur différents groupes de travail au niveau recherche, au niveau des assurances, que c'est une des particularités de Nord, bien sûr. Donc, il y a forcément les assurances ont un rôle à jouer, parce que si elles veulent pouvoir assurer le risque cyber, eh bien, aujourd'hui, il n'est pas assurable dans l'état de la situation. Donc, pour qu'il devienne assurable, il y a une forme de prévention à large échelle qu'il faut développer. Bien sûr, on est accompagné dans cette histoire par l'ANSSI et au niveau gendarmerie et police. Et qui vont venir faire le forensique et qui participent à la prévention déjà parce que personne d'autre ne le fait aujourd'hui, enfin, ou très peu de monde le fait de manière généralisée. Ensuite, il y a des opérateurs de confiance qui vont être les opérateurs qui vont apporter les solutions techniques au niveau des entreprises. Je pense par exemple à Soluris, à Pôle emploi, qui peut être un véhicule parfait, qui vont permettre à la fois former toutes ces entreprises qui recherchent des employés et les employés qui sont à la recherche d'emploi, qui dans les périodes d'attente peuvent être formés aux bons réflexes en matière cyber et donc avoir une valeur ajoutée en plus quand ils vont arriver dans les entreprises. Et puis ensuite, des tas de structures qui vont permettre de faire vivre ces entités. Et puis évidemment, le côté public qui vont être les EPCI, les petites entreprises, les publics visés, hein, qui est le public cible du centre de ressources. Ce sont donc les collectivités, les petites entreprises, les associations, certains services publics et il ne faut pas oublier non plus, bien sûr, tout ce qui va être de type agriculture, surtout dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et au nord, c'est une activité particulièrement importante. Euh, donc, voilà une vision du process, de comment ça peut fonctionner. Le centre de ressources apporte de la formation en réponse à un incident qui est identifié par un retour d'expérience qui va solliciter le centre de ressources pour des formations spécifiques. Ces formations vont être mises au point en accord avec des résultats de recherche et des opérateurs de confiance qui, eux, connaissent bien les activités des attaquants et vont pouvoir se permettre d'imaginer des bonnes solutions qui seront à jour. En termes techniques
il y a une offre de service autour d'un cyber-range qui va permettre de former. Alors, on va l'utiliser notamment dans dans la formation à la gestion des crises, qui vont être à la fois des crises d'origine cyber, mais avec le point de vue, bien sûr, informatique, quand la maturité est suffisante, mais déjà en abordant ne serait-ce que le point de vue stratégique pour quels sont les tout premiers réflexes à avoir lorsqu'on est victime d'une attaque. Et le fait d'être dans un cyber-range va permettre d'être immergé dans un système et avoir une distance beaucoup moins importante que si on a des bons gestes à apprendre qui restent conceptuels, mais qu'on ne sait pas mettre en œuvre dans la réalité. Donc, c'est un des avantages de ce dispositif immersif de formation. Donc, pour vous donner une idée de où on va dans les 3 ans qui viennent, dans la première année qui va arriver, là, on va développer des objets de formation immersifs pour les petites collectivités. Donc, on parle des moins de 3500 habitants. On parle des TPE, des PME. On en est, et d'abord parce que c'est eux qu'il faut d'abord former, qui sont actuellement les plus démunis face aux crises cyber. Prise de conscience de la dépendance des activités essentielles au système d'information, évidemment, hein, c'est l'objectif de ces formations. Et puis, une fois que cette première étape aura été mise en place et qu'on va commencer à former des entités qui ont envie d'être formées, on va continuer de mettre au point ces systèmes-là et on va développer des formations pour des entités plus complexes, comme des centres hospitaliers en interaction les uns avec les autres, comme des SDIS qui sont constitués de plusieurs centres. Pour chaque département, chaque SDIS est constitué d'une vingtaine ou d'une quarantaine d'entités indépendantes qui sont reliées entre elles par le SDIS. Ça peut être aussi des agglomérations qui sont plusieurs collectivités qui se mettent ensemble et qui généralement partagent leur système d'information. Ça peut être les départements, bien sûr. Donc, voilà le type de niveau de complexité qu'on va essayer d'atteindre lors de l'année numéro 2 en termes d'exercice cyber. Et l'année numéro 3, on va essayer d'aller jusqu'à la capacité à faire expérimenter des exercices de crise à des bassins d'activité entiers. Donc, on parle par exemple du bassin d'activité de Poitiers, de Niort, d'Angoulême, de La Rochelle. On parle de ces dimensions-là. On ne va pas aborder le bassin d'activité de type Bordeaux, Lyon ou Paris. Hein. Il y a d'autres entités qui s'occupent de ce type de taille. Nous, on va essayer de rester modeste en termes de taille parce qu'actuellement, on s'est rendu compte que c'est là qu'il y avait le plus gros manque. Et les solutions qui sont développées à des échelles plus grosses ne fonctionnent pas à des échelles inférieures. Donc, évidemment, il y a des bonnes choses à prendre dans ce qui est fait chez les gros, mais il va falloir les adapter pour que ce soit opérationnel chez les plus petits, quoi, les plus modestes. Et on ne sait pas si on va y arriver. On va tout faire pour. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de recherche dans le développement de ce type d'objets de formation. Ce que je voulais dire de plus? Oui, donc bassin géographique, mais ça peut être aussi des bassins sectoriels si on s'intéresse. Par exemple, on en a parlé aussi tout à l'heure, à des problématiques de santé qui peuvent toucher un grand nombre de pas, ou l'agriculture si on décide de se lancer si c'est plutôt ça, ce vers quoi veulent aller les partenaires. Donc ça va dépendre des rétextes et des besoins de l'écosystème. La recherche va justement pouvoir s'appuyer sur à la fois des aspects gestion des risques pour tout ce qui va être amélioration des plans de crise, sciences cognitives, parce qu'évidemment, dans un dispositif informatique, il y a des interactions entre des êtres humains déjà, entre des êtres humains et des systèmes d'information, et des interactions entre des systèmes d'information eux-mêmes. Donc, on a toutes les dimensions des sciences cognitives, du côté humain-humain jusqu'au côté machine-machine. Qui va donc arriver du coup aux problématiques de recherche en informatique, où là, on va retrouver des problématiques spécifiques de la cybersécurité traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire la vision technique de la cybersécurité, quoi. Évidemment qu'il en faut, on ne peut pas s'en passer, et en plus, en Nouvelle-Aquitaine, on a des laboratoires particulièrement connus et internationalement efficaces, notamment en termes de cryptographie post-quantique. Et donc, quitte à développer et à déployer ce type de nouvelles manières de protéger les systèmes, on peut en profiter pour tester l'adéquation avec leurs usages par des êtres humains, voir si c'est toujours acceptable et travailler sur des problématiques d'acceptabilité, de reconnaissance de fake news et tout ce qui va avec dans les aides à ne pas se faire avoir lors des situations de crise. Car ça fait partie des problèmes qui existent. Hein, c'est justement
Le problème de l'IA, c'est que ça marche très bien pour les situations connues. Là où ça marchera moins bien, c'est justement dans les situations de crise où une décision qui pourrait être classique et apprise par une intelligence artificielle par rapport aux habitudes prises en situation normale va être complètement inopérante dans les situations où justement on est en dehors des clous. Donc, quand on fait de l'intelligence artificielle, il faudra bien faire attention de faire de la bonne intelligence artificielle qui est capable de prendre des décisions dans des situations inhabituelles, chose qui ne font pas les IA aujourd'hui, par exemple. Et puis, ben, on va continuer de travailler sur la connaissance de l'écosystème local et faire monter en compétence l'ensemble de l'écosystème, en commençant par les TPE et les PME qui sont dans la chaîne d'approvisionnement d'un bassin d'activité, la plus grosse force qui va être fournie par les personnes, quoi, en fait. C'est toutes les petites entités qui donnent la force d'un bassin d'activité. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Le retour, enfin, le rétexte, ben, on espère qu'il va bien se mettre en place, qu'il va être partagé et que ça va fonctionner, que les interactions avec le CCIRT, le cybercampus au niveau régional vont effectivement alimenter les besoins et la capacité à construire les exercices. Euh, dans un modèle de financement qui est encore à imaginer, mais qui me paraît d'être lié à un besoin coopératif, donc s'engager dans un modèle de financement qui est coopératif pour arriver à développer des réponses à des besoins pour apporter du service public. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis grand ouvert et prêt à discuter de plein de choses.